Vous entendez les hurlements avant de voir les flammes. Des centaines de voix, majoritairement féminines, qui déchirent la nuit gauloise. Vous êtes un légionnaire romain, posté à l'entrée du camp militaire de Jules César, quelque part en Gaule, en l'an 56 avant Jésus-Christ. Les soldats reviennent d'un raid de pacification dans un village à 15 km. Ils traînent derrière eux plus de 200 femmes et enfants enchaînés. Le village brûle encore à l'horizon, projetant une lueur orange malade contre le ciel nocturne. Votre centurion passe près de vous et remarque votre expression troublée. Il sourit. Première campagne gauloise, demande-t-il. Vous hochez la tête. Tu te y habitueras. César veut que chaque village comprenne le message. Résiste, et les hommes meurent rapidement. Mais les femmes, elles servent d'abord. Pendant des semaines. Puis on les vend. C'est plus rentable qu'une exécution rapide. Il tape sur votre épaule. Bienvenue dans la conquête de la Gaule, soldat. Ce ne sera pas comme les livres d'histoire le raconteront. Avant d'aller plus loin, il y a quelque chose que vous devez comprendre sur Jules César. L'homme que l'histoire célèbre comme un génie militaire, un réformateur politique, l'auteur des célèbres commentaires sur la guerre des Gaules. Cet homme a orchestré l'un des génocides les plus systématiques et les plus brutaux de l'Antiquité. Et au cœur de sa stratégie militaire se trouvait une arme qu'il utilisait avec une précision calculée, le viol de masse organisé. Ceci n'est pas une histoire sur la conquête militaire glorieuse. C'est une histoire sur 8 années de terreur sexuelle systématique utilisée comme outil de domination. Sur un homme qui a détruit des millions de vies et qui a ensuite écrit ses propres mémoires pour transformer le génocide en héroïsme. La vraie question n'est pas de savoir si César était un grand général. C'est de savoir comment l'histoire occidentale a passé 2000 ans à célébrer un homme qui a utilisé le viol comme politique d'État. Si comprendre comment les grands hommes de l'histoire ont construit leur légende sur des montagnes de cadavres et de corps violés vous importe, restez jusqu'à la fin. Cette chaîne existe pour détruire les mythes confortables que l'éducation classique préfère maintenir. Laissez-moi vous montrer ce que Jules César a réellement fait aux femmes gauloises pendant 8 ans de guerre totale. La conquête de la Gaule a commencé en 58 avant Jésus-Christ. César, gouverneur de la Gaule cisalpine et de l'Illyrie, cherchait désespérément la gloire militaire pour rivaliser avec Pompée et Crassus, ses rivaux politiques à Rome. La Gaule, territoire non unifié composé de dizaines de tribus celtes, était la cible parfaite. Riche en or, en esclaves potentiels, et assez barbare pour que Rome justifie n'importe quelle atrocité comme civilisation. Mais César avait un problème stratégique. La Gaule était vaste. Les tribus étaient nombreuses et dispersées. Une conquête traditionnelle prendrait des décennies et des ressources que Rome n'était pas prête à investir. Il avait besoin d'une méthode pour briser la résistance gauloise rapidement et totalement. Il a choisi la terreur. Pas une terreur aléatoire, mais calculée, systématique, conçue pour détruire non seulement les armées ennemies, mais la structure sociale elle-même. Les historiens romains, notamment Plutarque et Suétone, décrivent la stratégie de César avec une franchise troublante. Quand une tribu résistait, César ne se contentait pas de vaincre ses guerriers. Il détruisait le village entier. Mais la destruction suivait un schéma précis, un protocole que ses légions répétaient dans chaque région conquise. Phase 1. Les guerriers étaient massacrés ou crucifiés publiquement. Pas d'exception. Pas de prisonniers de guerre. La mort était rapide pour eux, presque une miséricorde comparée à ce qui suivait. Phase 2. Les anciens, les hommes trop vieux pour combattre, étaient rassemblés et exécutés devant leur famille. Décapitation publique. Leurs têtes étaient empalées sur des pics plantés aux entrées du village comme avertissement. Phase 3. C'est là que le système de César devenait véritablement monstrueux. Les femmes et les enfants survivants étaient séparés en 2 groupes. Les enfants de moins de 8 ans d'un côté. Les femmes et filles de plus de 8 ans de l'autre. Les enfants trop jeunes étaient vendus immédiatement aux marchands d'esclaves qui suivaient les légions comme des charognards. Prix de vente, environ 500 deniers pour un enfant en bonne santé. Ces enfants disparaissaient dans l'Empire romain, dispersés comme domestiques dans des maisons patriciennes, jamais revus par leur famille. Mais les femmes et les filles plus âgées, elles restaient avec les légions. Pour des semaines. Parfois des mois. Dans ses propres écrits, les commentaires sur la guerre des Gaules, César décrit froidement ce qu'il appelle la récompense des soldats après la victoire. Il ne détaille pas explicitement, mais les sources secondaires comblent les blancs que César préférait laisser flous. Dion Cassius, historien romain du IIe siècle qui avait accès aux archives militaires perdues, écrit que César permettait à ses légions 3 jours de liberté totale après chaque victoire majeure. 3 jours pendant lesquels les soldats pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec les captives. Appien d'Alexandrie, autre historien ancien, est plus direct.
Il décrit comment les femmes gauloises étaient distribuées aux centuries comme butin de guerre, chaque centurion recevant sa part selon son rang. Ce n'était pas du chaos. C'était organisé. Structure. Un système de récompense militaire où le corps des femmes devenait une monnaie d'échange pour maintenir le moral des troupes. Pensez aux chiffres. César commandait en moyenne 8 à 10 légions pendant la campagne gauloise. Chaque légion comptait environ 5000 hommes. Cela fait 40 000 à 50 000 soldats. Après chaque bataille majeure, des centaines de femmes étaient capturées et distribuées. Les mathématiques sont simples et horribles. Chaque femme était violée par des dizaines d'hommes sur plusieurs jours. Celles qui survivaient étaient ensuite vendues comme esclaves ou gardées comme compagnes de camp pour les officiers. César lui-même, selon Suétone dans sa vie des 12 Césars, gardait personnellement plusieurs captives gauloises dans sa tente. Suétone écrit avec une légèreté désinvolte que César appréciait particulièrement les femmes gauloises pour leur beauté exotique et leur fierté non brisée. Fierté non brisée qu'il se chargeait personnellement de détruire. Mais la brutalité individuelle n'était qu'une partie du système. César avait compris quelque chose de profond et de terrifiant sur la guerre psychologique. En violant systématiquement les femmes d'une tribu, il ne détruisait pas seulement des individus. Il détruisait la structure familiale, l'honneur tribal, la continuité culturelle. Dans la société gauloise, les femmes étaient respectées. Elles pouvaient posséder des terres, hériter de biens, certaines étaient même guerrières ou druidesses. Les Gaulois traçaient leur lignée à travers les 2 parents. La famille était sacrée. César a transformé tout cela en armes contre eux. Quand une tribu gauloise voyait ses femmes violées publiquement puis traînées enchaînées derrière les légions romaines, le message était clair et dévastateur. Votre culture ne vaut rien. Vos dieux ne peuvent pas vous protéger. Votre honneur est détruit. Vous êtes conquis non seulement militairement, mais existentiellement. Et cela fonctionnait. Les tribus voisines, témoins de ce qui arrivait aux résistants, capitulaient souvent sans combattre. Elles ouvraient leurs portes, offraient des tributs, acceptaient la domination romaine. Tout plutôt que de voir leurs femmes et filles subir le même sort. César appelait cela pacification. L'histoire l'a appelé conquête. Le terme correct serait terrorisme sexuel de masse. En l'an 55 avant Jésus-Christ, après 3 ans de campagne, César avait établi un système encore plus efficace. Il ne se contentait plus d'attendre les victoires militaires pour capturer des femmes. Il organisait des raids préventifs. Ces éclaireurs identifiaient les villages isolés, ceux qui n'avaient pas encore résisté mais qui pourraient le faire. Des centuries entières étaient envoyées non pas pour conquérir, mais pour terroriser. Ils brûlaient les récoltes, tuaient le bétail et emmenaient toutes les femmes et filles entre 12 et 40 ans. Ces femmes étaient centralisées dans des camps de détention près des bases militaires romaines. Là, elles attendaient. Certaines étaient utilisées par les soldats. D'autres étaient marquées au fer rouge et préparées pour la vente. Les marchands d'esclaves venaient inspecter la marchandise comme on inspecte du bétail. Plutarque mentionne que pendant les 8 années de la guerre des Gaules, plus de 300 000 Gaulois ont été tués et 1 million réduits en esclavage. 1 million. Sur une population totale estimée entre 3 et 5 millions. Et parmi ce million d'esclaves, environ 60% étaient des femmes et des enfants. Le pire exemple de cette terreur systématique s'est produit en 52 avant Jésus-Christ, lors du siège d'Alésia. C'était la bataille décisive de la guerre des Gaules. Vercingétorix, le jeune chef arverne qui avait réussi à unir les tribus gauloises contre Rome, s'était retranché dans la forteresse d'Alésia avec 80 000 guerriers. César a encerclé la forteresse avec une double ligne de fortification. 11 kilomètres de palissades, de tours, de pièges. Une prison à ciel ouvert. Puis il a attendu. Pas une attaque frontale. Juste la famine. À l'intérieur d'Alésia, avec les guerriers, se trouvaient leurs familles. Environ 20 000 femmes, enfants et personnes âgées qui avaient cherché refuge dans ce qui semblait être le dernier bastion de la résistance gauloise. Après 6 semaines de siège, la nourriture a commencé à manquer. Vercingétorix a pris une décision désespérée. Il a ordonné que toutes les personnes non combattantes, principalement les femmes et les enfants, soient expulsées de la forteresse pour économiser les rations. Il espérait que César les laisserait partir, que même un Romain respecterait l'humanité de base. Il se trompait terriblement. César a ordonné que personne ne soit autorisé à passer à travers les lignes romaines. Environ 20 000 personnes, majoritairement des femmes et des enfants, ont été piégées dans l'espace entre les fortifications gauloises et romaines. Une zone de mort. Sans nourriture. Sans abri. Sans eau. Dion Cassius décrit la scène avec une froideur clinique. Ils sont restés là pendant des jours, mourant lentement de faim et de soif, suppliant les 2 armées de les laisser passer.
Les Gaulois ne pouvaient pas les reprendre. Les Romains refusaient de les laisser sortir. Leurs cris résonnaient jour et nuit. Pourquoi César a-t-il fait cela? Pourquoi ne pas simplement les laisser partir ou les capturer immédiatement? Parce qu'il voulait que Vercingétorix et ses guerriers les entendent mourir. Il voulait briser leur morale. Il voulait qu'ils sachent que leur résistance causait la mort atroce de leur propre famille. Après une semaine, quand la plupart étaient morts ou mourantes, César a finalement ordonné qu'on ramasse les survivantes. Selon les estimations historiques, environ 3000 femmes et filles ont survécu à cette zone de mort. Elles ont été immédiatement distribuées aux légions comme récompense pour leur patience pendant le siège. Vercingétorix a finalement capitulé. Il s'est rendu personnellement à César, espérant épargner ce qui restait de son peuple. César l'a enchaîné et l'a gardé vivant pour 6 ans, jusqu'à ce qu'il puisse le parade à Rome lors de son triomphe, puis l'étranger rituellement dans la prison du Tullianum. Mais avant le triomphe, il y avait encore du travail à faire. Le nettoyage final de la Gaule. Entre 51 et 50 avant Jésus-Christ, les 2 dernières années de la campagne, César a mené ce qu'il appelait pudiquement des « opérations de consolidation ». En réalité, c'était un génocide méthodique des dernières poches de résistance. Village par village, tribu par tribu, ces légions ont balayé la Gaule. Les guerriers étaient massacrés. Les villages étaient brûlés. Et les femmes suivaient toujours le même chemin. Viol collectif. Marquage au fer rouge. Vente comme esclaves. À la fin de 50 avant Jésus-Christ, quand César a finalement quitté la Gaule pour retourner à Rome, il a ramené avec lui le plus grand convoi d'esclaves que l'Empire romain ait jamais vu. Des dizaines de milliers de Gaulois enchaînés, marchant derrière ces légions victorieuses. La majorité étaient des femmes et des enfants. Ces captives ont été vendues sur les marchés aux esclaves de Rome, dispersés à travers l'Empire. Certaines ont fini dans les maisons patriciennes comme domestiques ou concubines. D'autres dans les mines de sel ou d'or, où l'espérance de vie était mesurée en mois. Les plus jeunes et les plus belles ont été vendues au lupanar, condamnées aux mêmes horreurs que leurs sœurs romaines esclaves. Mais voici la partie la plus révoltante de cette histoire. Pendant toute cette campagne de 8 ans, pendant qu'il organisait viols de masse, génocide et esclavage systématique, César écrivait. Ses commentaires sur la guerre des Gaules sont considérés comme un chef-d'œuvre de littérature latine. Élégant, concis, apparemment objectif. Il se décrit à la 3e personne, César fit ceci, César décida cela, créant une distance qui suggère l'impartialité historique. Dans ses mémoires, il mentionne les batailles, les tactiques militaires, les négociations diplomatiques. Il décrit les Gaulois comme des barbares courageux mais indisciplinés qui avaient besoin de la civilisation romaine. Il ne mentionne presque jamais ce qu'ils faisaient aux femmes. Il y a quelques phrases, ici et là. Les captifs furent vendus comme esclaves. Les légions furent récompensées après la victoire. Des euphémismes polis qui cachent des océans de sang et de souffrance. César savait exactement ce qu'il faisait. Il écrivait l'histoire pendant qu'il la créait. Il construisait sa propre légende, transformant le génocide en héroïsme, le viol de masse en pacification, l'esclavage systématique en civilisation. Et cela a fonctionné. Pendant 2000 ans, l'histoire occidentale a célébré Jules César comme l'un des plus grands hommes qui ait jamais vécu. Ses commentaires sont enseignés dans les écoles comme modèle de prose latine. Sa statue orne des places publiques. Son nom est synonyme de génie militaire. Les millions de Gaulois qu'il a massacrés sont devenus des notes de bas de page. Des statistiques abstraites. Environ 1 million d'esclaves, mentionnés brièvement puis oubliés. Et les centaines de milliers de femmes gauloises qu'il a systématiquement violées, torturées et vendues, elles n'apparaissent même pas dans la plupart des livres d'histoire. Elles sont l'absence, le silence, l'effacement total. Quand César est finalement retourné à Rome en 49 avant Jésus-Christ, il a organisé 4 triomphes séparés pour célébrer ses victoires. Des défilés massifs à travers les rues de Rome, avec des chars, des danseurs, de la musique, des trésors pillés exposés. Et, comme le voulait la tradition romaine, des captifs enchaînés marchant derrière son char. Plutarque décrit ces triomphes avec émerveillement. Des milliers de Gaulois enchaînés, leur chef en premier, suivis par leur famille. Le peuple romain a applaudi la grandeur de César. Ces « familles » étaient principalement des femmes et des enfants. Exhibés comme du bétail. Humiliés publiquement devant des centaines de milliers de Romains hurlants. Puis vendus au plus offrant le lendemain. Vercingétorix lui-même, le héros gaulois qui avait osé résister, a été gardé enchaîné dans une cellule pendant 6 ans juste pour ce moment. Il a été traîné derrière le char de César, puis étranglé rituellement dans la prison du Tullianum pendant que la foule célébrait. Sa sœur, capturée à Alésia,
a été vendue à un sénateur romain comme esclave sexuelle. Elle n'a jamais eu de nom dans les archives. Juste la sœur de Vercingétorix, prix de vente, 8000 sesterces. Voici ce qui rend cette histoire particulièrement terrifiante. César n'était pas un monstre fou comme Caligula ou Néron. Il n'agissait pas par sadisme personnel ou folie. Il était calculateur, rationnel, brillant même. Il utilisait la terreur sexuelle comme outil politique parce que cela fonctionnait. Et Rome l'a récompensé pour cela. Le Sénat lui a accordé un triomphe sans précédent. Les poètes ont écrit des odes à sa grandeur. Cicéron, le grand orateur qui parlait constamment de vertu et de justice, a fait l'éloge de César publiquement. Les philosophes stoïciens qui prêchaient la dignité humaine n'ont jamais mentionné les centaines de milliers de femmes détruites. Parce qu'elles n'étaient pas romaines. Elles étaient barbares. Et dans la logique impériale, les barbares n'étaient pas complètement humains. Donc leur souffrance ne comptait pas vraiment. Cette même logique a permis à l'Empire romain de justifier des siècles d'atrocités. La même logique que tous les empires utilisent. Ils ne sont pas comme nous. Donc les règles normales ne s'appliquent pas. Les descendants de ces femmes gauloises violées et asservies sont devenus des Gallo-romains. Leur culture celte a été effacée, remplacée par le latin, les lois romaines, les dieux romains. Ce que l'histoire appelle romanisation était en réalité un génocide culturel construit sur le viol systématique et l'esclavage de masse. Aujourd'hui, en France moderne, des statues de Jules César décorent encore des places publiques. Des écoles portent son nom. Ses commentaires sur la guerre des Gaules sont étudiés comme chefs-d'œuvre littéraires. Les étudiants apprennent le latin en lisant ces descriptions élégantes de bataille. Personne ne leur parle des 300 000 femmes gauloises. Personne ne mentionne le système industriel de viol et d'esclavage qu'il a orchestré pendant 8 ans. Personne ne demande pourquoi nous célébrons encore un homme qui a utilisé la terreur sexuelle comme politique d'État. Les manuels d'histoire parlent de conquête et de civilisation. Ils mentionnent brièvement que des esclaves furent pris, puis passent rapidement aux réalisations architecturales romaines, aux aqueducs magnifiques, aux droits romains sophistiqués. Tout cet héritage culturel a été construit sur des fondations de chair violée et brisée. Le latin que nous étudions, les lois que nous admirons, l'architecture que nous célébrons, tout cela a été financé par le profit de l'esclavage de masse. Et César a été l'un des plus grands fournisseurs d'esclaves que Rome ait jamais connu. Ces 8 années en Gaule ont généré des fortunes colossales. Non seulement par le pillage de l'or gaulois, mais par la vente d'1 million d'êtres humains. À un prix moyen de 1000 sesterces par esclave, c'est 1 milliard de sesterces. De quoi financer des armées, acheter le Sénat, et finalement renverser la République romaine elle-même. La guerre civile qui a suivi, la transformation de Rome de république en empire, tout cela a été financé par le sang gaulois. Auguste, le premier empereur, a hérité du système que César avait perfectionné. L'Empire romain, pendant les 4 siècles suivants, a continué d'utiliser les mêmes tactiques de terreur sexuelle et d'esclavage de masse à travers l'Europe, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient. Des millions de femmes à travers l'Empire ont subi le même sort que les Gauloises. Violées, asservies, effacées de l'histoire. Et l'Empire qui les a détruites est encore célébré aujourd'hui comme le sommet de la civilisation occidentale. Voilà la vérité que Jules César a si soigneusement cachée dans ses mémoires élégants. Voilà ce que 2000 ans d'historiographie classique ont préféré ignorer. Le génie militaire était du terrorisme de masse. La pacification était du génocide. La civilisation était construite sur des océans de souffrance. Si cette histoire vous a révélé quelque chose d'inconfortable sur comment les grands hommes construisent leurs légendes, sur comment la civilisation cache ses crimes, sur comment l'histoire est écrite par les violeurs et non par leurs victimes, abonnez-vous. Cette chaîne existe pour détruire les mythes confortables que l'éducation classique préfère maintenir. Laissez un commentaire avec vos pensées. Devons-nous continuer à célébrer César ? Que faisons-nous des héros historiques dont l'héroïsme était construit sur des atrocités systématiques ? Souvenez-vous des femmes gauloises. Des centaines de milliers dont nous ne connaîtrons jamais les noms, qui ont été violées, torturées, vendues et effacées de l'histoire. Leurs cris résonnaient dans les forêts de Gaule pendant que César écrivait ses élégants commentaires. Leur sang finançait la gloire de Rome pendant que les poètes chantaient sa grandeur. Elles méritent d'être rappelées. Pas comme des statistiques abstraites dans un livre d'histoire. Pas comme des notes de bas de page. Mais comme des êtres humains qui ont souffert systématiquement aux mains d'un homme que le monde célèbre encore comme un génie. Jules César n'était pas un génie. C'était un architecte du génocide qui a eu la sagesse d'écrire sa propre version de l'histoire. Et pendant 2000 ans, nous l'avons cru.